Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, nous avons une vidéo très spéciale, extra longue, mettant en vedette les talents incroyables de Raven Reeds. Quand vous aurez terminé ici, n'oubliez pas d'aller jeter un œil à sa chaîne. La vidéo en question, que nous aimerions que vous regardiez, parle entièrement de la paralysie du sommeil, et je suis sûr que vous allez tous beaucoup l'apprécier. Mais sans plus attendre, il est temps de vous installer confortablement et de laisser l'obscurité prendre le contrôle. Mon frère et moi faisions du camping à l'extérieur de Wasp, au pied des Appalaches. Lui, moi et 2 chiens étions assis autour d'un feu à 2 heures du matin. Un rocher de la taille d'un ballon de basket a été lancé du sommet de la falaise, à environ 15 mètres de haut, en formant une arche, qui a atterri juste devant notre feu. Nous avons pensé qu'il avait peut-être simplement roulé depuis plus haut et pris de la vitesse. Mais ensuite, nous avons entendu des grognements. Pas comme un puma ou un ours, c'était beaucoup plus profond. Nos chiens, qui étaient des chiens de chasse très calmes, ont commencé à grogner, la queue entre les pattes. On s'est précipité dans la tente pour prendre nos fusils, parce que quelque chose qui peut lancer une pierre se soucie évidemment des balles. Une autre fois, mon oncle et moi chassions dans le sud de l'Alabama, dans une immense vieille plantation de pins. Nous sommes tombés sur une quinzaine de carcasses de cerfs tout en haut des arbres. Nous l'avons attribué aux braconniers et avons poursuivi notre route. Une fois dans le Mirador, nous avons entendu des hurlements, comme ceux d'une femme, mais c'était tellement guttural que ça m'a donné la chair de poule, et c'était la première fois de ma vie. J'ai vu la peur dans les yeux de cet homme. Il m'a regardé en face et a dit « Merde, on s'en va ». Puis il a commencé à ranger notre équipement. Plus tard, l'un de ses bons amis, un Amérindien de pure souche, a expliqué que c'était le son d'un Wendigo. Je ne sais pas s'il se moquait de nous ou pas, mais je n'avais jamais entendu un son pareil auparavant, et il m'a fallu quelques années avant de retourner dans les bois, que ce soit avant ou après le lever du jour. L'année dernière, j'ai eu une expérience très étrange dans une forêt nationale en Californie et j'étais seule en road trip avec mon chien et je conduisais assez loin dans la forêt nationale de Mendocino. J'aime camper dans les parcs et forêts nationaux parce que c'est isolé, donc mon chien peut se promener librement et c'est gratuit. C'est le compromis pour des trajets parfois difficiles dans le parc et un manque de services et d'assistance. Bref, je montais cette route en terre qui serpentait autour d'une montagne. Il devait être environ 5 heures de l'après-midi. Il faisait très beau, ensoleillé et chaud avec une légère brise. Rien de grave ne s'est passé, mais je me sentais très mal à l'aise en entrant dans cette zone et ce sentiment a persisté. En montant la montagne en voiture, je sentais que je ne devrais pas rester et j'ai prévenu mon petit ami tant que j'avais du réseau avant de tout perdre. Je cherchais un signe indiquant que quelqu'un était passé dans la région récemment, mais je n'ai rien vu. Je me suis arrêtée sur le côté et je suis sortie de ma voiture avec mon chien pour regarder par-dessus le bord et j'ai remarqué un écureuil mort et des morceaux de verre brisés mélangés à la terre et au gravier de la route. Yuka, mon chien, a commencé à grogner. Elle a été expressive, mais je l'ai presque uniquement vue ou entendue grogner contre ou avec d'autres chiens. Je l'ai vue grogner contre un opossum une fois, donc c'est peut-être quelque chose qu'elle a senti, peut-être. Cet endroit continuait à me mettre assez mal à l'aise, mais je suis fière d'être une voyageuse et une randonneuse indépendante, alors j'ai décidé de continuer au moins un peu plus loin avec ma chienne grognonne pour voir si je pouvais trouver un bon endroit pour camper. J'ai remarqué plus d'animaux morts. Gardez à l'esprit que personne ne va monter ici à plus de 5 ou 10 km à l'heure. Et encore, c'est s'il y a quelqu'un ici tout court. J'entends des voix d'hommes. Elles semblaient proches, j'ai pensé à les appeler, alors j'arrête la voiture, mais je me fige, hésitant à le faire.
Je ne pouvais pas vraiment comprendre ce qu'il disait et je n'ai vu aucun signe de présence humaine nulle part. Alors je suis remontée dans ma voiture et j'ai continué à avancer lentement, en cherchant prudemment d'où pouvaient venir ces voix. Je n'étais jamais tombée sur d'autres personnes dans un parc national ou une forêt quand j'étais allée aussi loin. Le sentiment de malaise à propos des voix a commencé à grandir. Qui, à ce moment-là, était apparu et disparu plusieurs fois et j'ai abandonné et commencé à faire le tour de ma voiture. Franchement, je ne me rappelle plus l'attitude de Yuka au retour. J'avais peur et voulais juste sortir. Je me souviens distinctement d'avoir été surprise par ces grognements quand nous étions debout à l'extérieur de ma voiture. Je suis redescendue de la montagne assez dangereusement vite, ne voyant aucun signe de qui que ce soit. J'ai décidé de me faire plaisir ce soir-là et de prendre un hôtel de luxe. Je me suis dit que tout allait bien, que les grands espaces ouverts pouvaient être intimidants. Je me suis dit aussi que les voix pouvaient provenir de très loin et simplement sembler proches. Les animaux meurent. Des vitres se cassent, rien ne s'est passé, tout va bien. Mais je me souviens de cet endroit, il me reste en tête chaque fois que je regarde des films d'horreur ou quand je promène mon chien dans les bois la nuit. Rien ne se compare au sentiment que j'ai eu en montant cette montagne. Et honnêtement, je trouve ça aussi intéressant qu'effrayant. J'ai récemment découvert des informations ainsi que des légendes amérindiennes qui m'ont mise extrêmement mal à l'aise. 1 an plus tard, j'ai parlé de cet endroit à quelques personnes et des sensations étranges qu'il m'avait données, mais pas beaucoup plus. J'ai cherché ce parc national sur Google, mais je n'ai rien trouvé et il ne semblait pas très intéressant non plus. J'aime les films d'horreur, ce qui explique ma fascination pour cet événement. Mon petit ami et moi venons juste de finir notre road trip hier. Nous étions dans le Wyoming pour un mariage. Il ne restait plus que 2 ou 3 heures et le soleil s'était couché, alors nous avons décidé d'écouter des podcasts effrayants et de regarder des vidéos sur YouTube. Nous sommes passés du podcast No Sleep à X-Files, puis nous avons fini sur une vidéo de vraies histoires traitant du folklore amérindien. J'écoutais à moitié, caressant mon chien et jouant à Pokémon sur un émulateur, quand j'ai entendu le narrateur mentionner les Wendigo. Il explique très brièvement ce que c'est et mentionne en passant qu'ils peuvent imiter des voix. Je le dis sincèrement, j'ai eu les pires frissons de ma vie et j'ai fixé mon petit ami en lui demandant s'il se souvenait de cette forêt nationale qui m'avait terrifié l'an dernier. Il me dit s'en souvenir et rappelle qu'il m'avait envoyé un message à l'époque, pensant que j'étais sans doute près d'un Wendigo. C'est vrai. Je me souviens qu'il m'avait dit ça, mais à l'époque, je ne connaissais pas vraiment leur folklore et je pensais qu'il plaisantait. Comme s'il disait que Bigfoot me traquait ou un autre genre de blague de papa et il m'a dit « Non, je plaisantais surtout. Mais je l'ai dit précisément parce que tu entendais des voix dont tu ne trouvais aucune source. » Je me sens bizarre et commence à chercher sur Google les Wendigo, les Skinwalkers, etc. On dit qu'ils sont capables d'imiter des voix humaines et qu'ils vivraient dans ce genre de région, donc tout correspondait. Évidemment, il y a énormément d'informations douteuses sur Internet, mais j'ai essayé de trouver des sites plus fiables et des témoignages authentiques. J'ai ensuite cherché spécifiquement des personnes disparues dans la région et le premier titre qui a attiré mon attention était « Une autre famille disparaît à Mendocino ». J'ai parcouru différents sites web et articles de presse sur des personnes disparues, mais tout cela est caché sous les sites des parcs nationaux et des photos d'arbres. Je me suis souvenu avoir cherché des informations sur la forêt il y a environ 1 an et je n'avais rien vu et j'ai réalisé que ces histoires ne semblaient pas beaucoup être évoquées, ce qui a aussi éveillé mon intuition. On indiquait que plus de 100 personnes ont disparu ces 8 dernières années sans être retrouvées, en plus de nombreux morts retrouvés. Ça a vraiment éveillé mon intérêt en me rappelant à quel point je me sentais en insécurité et à quel point je voulais quitter cet endroit. Ça me terrifie encore aujourd'hui et je me sens toujours aussi mal à l'aise par rapport à ce que j'entendais. Mon chien et moi sommes très proches. C'était une chienne errante qui m'a suivie un jour et que j'ai ramenée du Costa Rica. Ses petits grognements sur la route me faisaient sentir qu'il y avait un problème.
Même si ce n'était qu'une vidéo de narration, les histoires doivent bien venir de quelque part, non? Pendant des années, j'ai lu des choses sur les skinwalkers, et ce n'est que récemment que j'ai eu une expérience personnelle. Je vis en banlieue, dans un quartier résidentiel avec souvent des opossums et des animaux errants. Je n'en ai jamais eu peur. Une nuit, j'étais dans mon jardin en train d'être mélodramatique et de brûler des photos, ce qui m'avait rendu incroyablement triste et négatif. Pendant cette période, je ai ressenti une présence intense. J'avais l'impression d'être observé et j'entendais parfois des feuilles se froisser. J'ai paniqué et je suis rentré à l'intérieur. Je me suis endormi sur mon canapé et quelques instants après m'être endormi, j'ai entendu de grands coups frapper à ma porte arrière. J'ai réveillé mon colocataire et je lui ai parlé de ce qui s'était passé en lui demandant d'aller vérifier avec son arme. En regardant dehors, nous avons vu un chat assis sur les marches qui nous fixait, qui ressemblait étrangement au chat que nous nourrissions depuis des années. Sauf qu'il y avait quelque chose de très étrange. Ses marques étaient complètement différentes. Ses yeux ressemblaient à ceux d'un humain, et nous avons tous les deux eu des frissons en le voyant. J'ai lu que pour pouvoir copier l'apparence d'un être, le skinwalker doit tuer cet être. Mais après, j'ai bien revu notre chatte habituelle avec ses marques habituelles. C'était incroyablement étrange. Je souhaite d'abord fournir quelques informations de contexte. J'ai 14 ans, je suis une fille et je suis à moitié Navajo. Je ne suis jamais allée sur la réserve et ma mère ni ma grand-mère ne m'ont parlé de ça. Je suis plutôt petite et j'agis un peu comme un lapin, c'est-à-dire que presque tout me fait peur. Mais si j'en ai l'occasion, je n'hésiterai pas à casser la mâchoire de quelqu'un. Ma petite amie Sixteen est surtout d'origine russe. Elle se place souvent devant moi pour me protéger si nécessaire. Dans ma ville, non, je ne donnerai pas son nom, il y a un petit terrain qui, je crois, a peut-être été un jour un parcours de golf. Je vais sur ce terrain avec ma petite amie, on va l'appeler Clara, et mes amis tout le temps. Ce terrain est devenu envahi par la végétation après avoir été négligé pendant quelques décennies, et à ce stade, c'est presque un petit bois. Il y a de l'herbe haute, des lianes, des buissons et des arbres à perte de vue. Il est toujours plein de vie aussi. Des lapins et des écureuils au printemps et en été, des cerfs, des renards et des ratons laveurs en automne et en hiver, et il y a toujours des jets bleus partout. C'est vraiment un spectacle magnifique toute l'année. Nous nommons ce terrain le Pays des Merveilles. De chaque côté du Pays des Merveilles, une voie ferrée abandonnée traverse la ville. Nous appelons cela le Sentier des cerfs parce qu'on voit plein de cerfs tout le long chaque automne. Dans le Pays des Merveilles, il y a une petite cabane le long du Sentier des cerfs qu'on appelle la boîte à jouets du diable, qu'on a nommée d'après une creepypasta et qui surplombe la majeure partie du Pays des Merveilles à cause de son emplacement. En haut d'une colline, il y a un cercle d'arbres qu'on appelle l'Arche. J'espère que cela plante le décor. C'est arrivé il y a environ 2 ans. C'était à peu près une semaine avant Halloween et je rentrais de l'école à pied. Clara ne m'a pas accompagnée ce jour-là car elle était malade. J'étais donc seule. Je rentre chez moi par une ruelle près de Wonderland et j'ai pensé m'arrêter à la boîte à jouets du diable pour me reposer. Je suis entrée et ai posé mes affaires. J'ai pris un moment pour regarder autour de Wonderland et profiter des magnifiques couleurs d'automne illuminées par le soleil. Là-haut sur la colline, sortant de l'arche, il y avait un énorme cerf avec d'immenses bois. J'ai été stupéfaite par la taille de cette créature et j'ai murmuré « Oh la vache !» Tout à coup, les jets bleus ont arrêté de chanter et le soleil a disparu derrière les nuages. Une odeur répugnante flottait, semblable à un mélange de poils brûlés et de vieilles crottes de chien. C'était absolument horrible. J'ai eu un haut le cœur et j'ai lutté pour ne pas vomir, et le cerf a brusquement tourné la tête vers moi. Le mouvement était complètement anormal.
Sa tête et son cou ont bougé, mais son corps restait totalement immobile. Un peu comme une statue. J'ai observé le cerf de plus près et j'ai vu que sa peau était lâche et semblait simplement draper sur son corps. J'ai aussi commencé à réaliser qu'il était maigre comme un os et je pouvais voir ses côtes. Ses yeux n'étaient à ne pas les yeux sombres d'un cerf. Ils étaient très humains et jaune vif. Alors que j'attrapais mon sac de livres et me préparais à filer d'ici, la créature s'est dressée sur ses pattes arrière. Je sais que les cerfs peuvent se dresser sur leurs pattes arrière pour mieux voir quelque chose, mais je sais aussi qu'ils ne peuvent pas marcher très longtemps, et je sais très bien qu'ils ne peuvent pas courir comme celui-ci l'a fait. Il a commencé à courir vers moi. J'ai entendu un cri perçant qui me donne encore des frissons aujourd'hui. Ça ressemblait aux pleurs d'un nourrisson avec en dessous le cri grave d'un homme adulte, et tout cela était complètement déformé. J'ai lancé mon sac à dos sur l'épaule et couru aussi vite que possible sur le sentier des cerfs. Je pouvais entendre ses sabots derrière moi à ma poursuite. À mi-chemin, je me suis retournée pour vérifier s'il me suivait encore. Il se tenait au bord du sentier de cerfs et me fixait de ses yeux très maléfiques. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai brûlé de la sauge et j'ai purifié ma chambre ainsi que moi-même. Ma chambre a senti pendant 1 semaine. Le lendemain, Clara retourna à l'école. En rentrant à la maison, Clara a remarqué une série de profondes empreintes de sabots de cerf dans la terre, à côté du sentier des cerfs, mais elle a aussi vu qu'elle n'avait pas l'air normale. « Eh, dit-elle en regardant les empreintes, puis moi, c'est quoi ça, bon sang? » J'ai expliqué ce qui s'était passé la veille. En parlant, je voyais ses yeux s'écarquiller. « Allons-y, dit-elle, puis elle attrapa ma main et m'entraîna le long des rails. La fois suivante où nous y sommes allés, nous avons apporté des fagots de sauge et d'autres objets de purification. Nous n'avons rien vu de tel depuis. Mais qu'une chose aussi maléfique se trouve en un lieu si serein me donne encore des frissons aujourd'hui. Je tournais dans l'ancien quartier de mon ami, gardant un œil sur l'endroit. Comme c'est un endroit très prisé pour le paranormal et le surnaturel, il y a eu un moment où lui et moi marchions dans sa rue. Le soleil se couchait et la brise du soir glissait à travers les arbres, tandis qu'une surréalité paisible, lourde et étouffante emplissait l'atmosphère. Au moment où un frisson m'a parcouru le dos, il s'est tourné vers le bord des bois et je l'ai imité peu après. Comme si c'était prévu, un cri d'homme, douloureux et plein d'agonie, a brisé la sérénité étrange du soir. Maintenant, sur nos gardes, car ce genre de choses arrive de temps en temps, nous accélérons le pas et marchons d'un pas vif, car sa maison n'était qu'à 10 minutes de là où nous étions, où nous savions que n'importe quoi pouvait arriver entre ici et là si nous ne faisions pas attention. À environ 5 minutes de la maison, un autre cri a retenti depuis les bois, mais cette fois, il a changé par rapport au précédent, devenant de plus en plus animal à mesure qu'il se prolongeait. Nous avons encore accéléré le pas, la lumière du jour ayant presque complètement disparu, et nous avons finalement atteint son perron. Et c'est là que nous l'avons entendu, derrière nous. Dans la lisière des bois, nous avons entendu un cri strident. Une horrible combinaison du chant d'un coq, du bêlement d'une chèvre et de l'aboiement d'un chien. Après cela, quoi que ce fût, la créature a sifflé et a commencé à venir vers nous rapidement. Les feuilles des arbres bruissaient à mesure qu'elles se rapprochaient, sautant des branches pour atterrir dans les buissons et les petits arbres. Elle est arrivée en trombe vers nous et s'est arrêtée juste avant de sortir du couvert des arbres, respirant bruyamment et tendant ses doigts osseux et griffus hors des broussailles vers nous, les repliant dans un geste qui semblait nous inviter à nous approcher. Après cela, mon ami a déverrouillé sa porte et l'a ouverte d'un coup. Nous sommes tous les deux entrés en trébuchant et l'avons claquée derrière nous. Aussitôt que nous l'avons fait, cette chose, quoi qu'elle soit, s'est jetée contre la porte et a essayé de la défoncer.
ou du moins de nous effrayer. On aurait ensuite dit qu'elle sautait de son porche pour retourner dans un arbre, s'enfuyant à toute vitesse dans les bois. Plus tard dans la nuit, nous avons entendu de temps en temps des grattements ainsi que des tapotements sur les fenêtres et d'autres parties de la maison, mais nous n'avons pas pris la peine d'ouvrir les stores pour des raisons évidentes. Heureusement, nous avons eu la chance de ne pas voir à quoi cela ressemblait, mais nous avons eu la malchance d'entendre son cri strident et de voir ses doigts griffus, osseux et fins. Ce n'est qu'une des nombreuses expériences inconfortables, mais tout aussi excitantes, que nous avons vécues ensemble. Lui et moi sommes sensibles à ce genre de choses, et, d'après ce que nous avons déterminé après tant de rencontres avec des êtres effrayants et fascinants, nous sommes perçus comme quelque chose de curieux à leurs yeux que nous pouvons soit gêner, soit aider. Pour passer un bon moment, visite Holbrook en Caroline du Sud. C'est dans le comté de Dorchester, un quartier pittoresque et calme. Malheureusement, la plupart a été détruite pour des projets immobiliers, mais ça n'empêche pas vraiment les choses étranges de se produire. Reste simplement sur tes gardes et fais attention à toi. Ouais, c'est ma deuxième rencontre avec un skinwalker. Ça s'est passé quand j'avais 10 ans. Je ne me souviens pas de beaucoup de détails précis, comme l'heure, la date ou l'endroit exact. Je me rappelle seulement que c'était quelque part pendant l'hiver 2011 et que ça s'est passé au Canada. Comme je l'ai dit, cela s'est produit quand j'avais 10 ans et le nom Skinwalker est quelque chose que j'ai inventé après cette rencontre. Je ne savais pas encore que les Skinwalkers existaient à ce moment-là, donc mon idée d'un Skinwalker et la tienne pourraient être différentes. Bref, passons à l'histoire. Mon père, pensant que ce serait sympa, a proposé que toute ma famille fasse un voyage au Canada pour rendre visite à son frère, mon oncle. Ma mère a immédiatement rejeté cette idée car c'était le milieu de l'hiver et il faisait incroyablement froid. Mon père, dont on dit qu'il peut convaincre n'importe qui de faire n'importe quoi, enfin n'importe qui sauf ma mère, a réussi à la convaincre de le laisser y aller. Après que papa ait encore discuté, il a pu emmener seulement un enfant avec lui. Il pouvait emmener l'aîné, moi. Maman n'acceptait rien d'autre. Une semaine a passé, je suppose que papa a tout réglé avec mon oncle sérieux. Mon père et moi avons chargé nos valises dans la voiture et entamé le long trajet vers notre destination. C'était la première fois que je sortais du pays, alors j'ai passé la plupart de mon temps à regarder par la fenêtre. Avant que je m'en aperçoive, nous étions déjà arrivés sains et saufs. Nous avons dû passer un contrôle frontalier, mais je ne m'en souviens pas. Notre destination était une cabane isolée au milieu des bois, loin de toute civilisation. C'était fantastique. C'est la seule fois que j'ai visité le Canada, mais les bois étaient magnifiques. Je me souviens d'avoir été émerveillée par eux. Les arbres étaient différents de ceux du Michigan. La nature était bruyante avec les animaux et il y avait des chants d'oiseaux que je ne pouvais pas identifier quand la neige était profonde, mais apparemment intacte. J'ai rencontré Sirius et sa famille pour la première fois. Les premiers jours furent formidables à explorer et à m'amuser avec les autres. Vers la moitié du séjour, Sirius a proposé de m'apprendre à tirer. Ma famille n'est pas très portée sur les armes à feu. Jusqu'à présent, je n'avais même jamais vu une arme à feu, Mon père a accepté à contre-cœur, faisant confiance à son frère et à ses promesses que je ne tirerais pas vraiment avec l'arme. Sirius a pris son arme, une sorte de fusil, je crois, et nous sommes allés dans les bois. Je l'ai suivi pendant que nous marchions, me demandant quel bruit ferait une arme à feu. Nous avons rapidement atteint une clôture ornée de boîtes de conserve. Sirius m'a montré toutes les parties d'une arme à feu. Il l'a même déchargée pour que je puisse la tenir. Il m'a montré comment tirer et je me suis bien amusée, même si je ne tirais pas sur les boîtes. 1 heure ou 2 sont passées et bientôt il a commencé à neiger. À ce moment-là, Sirius et moi avions froid. Alors nous avons décidé de rentrer.
Je ne sais pas à quelle distance nous étions de la cabane quand je l'ai vu. Par-dessus des broussailles, j'ai aperçu ce que je croyais être un cerf, debout sur ses pattes arrière, marchant, tout comme Sirius et moi. Je me suis mise à courir vers lui, tous les souvenirs de la première fois où j'avais vu un skinwalker me revenant en tête. Sirius m'a vu courir et il a dû voir ce vers quoi je courais. C'était énorme. Il m'a rapidement rattrapé et a mis un bras devant moi pour m'empêcher d'aller plus loin. Nous l'avons juste regardé un moment. Au début, il nous tournait le dos et j'ai pu voir qu'il n'avait pas de queue. Au bout de quelques instants, il nous a vus et s'est retourné. Ses oreilles étaient rondes, son nez était trop court et pointu et ses yeux étaient très grands. Je pouvais voir le blanc de ses yeux, exactement comme la première fois. À part cela, son visage était complètement différent de celui du premier cerf que j'avais vu. D'abord, cette fois-ci, c'était un élan, pas un cerf, et si tu connais ces animaux, tu sais qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Et puis, il avait l'air surpris. Le cerf que j'avais vu plus tôt nous avait vus, mais aucune émotion n'est apparue sur son visage, même lorsque le chien de mon ami Minuit a aboyé et qu'il s'est enfui. Mais cet élan avait l'air choqué. On dirait qu'il a découvert une créature inconnue. J'observais l'élan avec curiosité et émerveillement, et il nous regardait avec une expression que je ne parvenais pas à définir. Des années plus tard, quand j'avais 12 ans, j'ai vu le même regard dans les yeux d'une autre créature. Ce chien affamé protégeait sa proie alors que je passais à côté. Ce regard, c'était la fin. L'élan s'est approché, mais il n'a pas fait 3 pas qu'un bruit familier ce jour-là a surgi près de moi. Un coup de feu. Immédiatement après le tir, l'arbre juste derrière l'élan a semblé exploser. Sans hésiter, l'élan s'est retourné et enfui, plus vite qu'on ne l'aurait cru possible pour sa taille. Je ne l'ai pas regardé courir longtemps parce que j'étais tombée. Mes oreilles bourdonnaient. Je portais des cache-oreilles quand Sirius tirait, mais je les ai enlevées en rentrant. Le bourdonnement s'est changé en mal de tête, fulgurant plus vite que je ne l'aurais cru. J'ai entendu qu'être près d'une arme à feu tirée peut te mettre en danger, mais le bourdonnement a disparu après quelques minutes. Sirius était devant moi quand il a tiré. Peut-être que c'est lié, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, une fois qu'il était évident que j'avais retrouvé Louis, Sirius m'a fait promettre de ne rien dire à personne sur ce qui venait de se passer. Bien sûr, comme j'avais 10 ans, dès qu'on est rentré, j'ai dit « Papa, Sirius et moi, on a vu un orignal. Il se tenait debout, comme le cerf. » Je me souviens que Sirius a dit quelque chose comme « Cette gamine a une sacrée imagination. » Et mon père a juste ri. J'ai essayé d'en parler à Sirius, mais il évite toujours le sujet, et il est même allé jusqu'à me raccrocher au nez quand j'ai insisté pour avoir plus d'informations. Je suis un membre natif de la tribu Kiowa. Je ne sais pas si cela a un rapport avec l'événement que je vais décrire. C'est uniquement descriptif. Quoi qu'il en soit, j'ai grandi dans un lotissement où la plupart des Kiowa de ma ville natale vivent depuis que le lotissement a été construit. Il y avait aussi plusieurs autres enfants de mon âge qui y vivaient. Il se compose de 3 rues, reliées par 2 rues de chaque côté. Ma grand-mère habite à l'un des coins au bout de la rue du milieu. La rue qui relie les 3 rues principales est bordée d'une clôture de barbelés de taille standard, avec les propriétés des agriculteurs de chaque côté. Il y a un lampadaire au coin juste devant la maison de ma grand-mère. Une nuit, quand j'avais environ 15 ans, j'étais sous ce lampadaire avec 2 amis, en train de parler, de plaisanter et tout ça. Soudain, j'ai remarqué une silhouette ressemblant à un animal assise près de la clôture dans le coin où commence l'autre rue principale. Il y a un lampadaire et un puits,
mais la silhouette était assise à un endroit obscurci par les ombres causées par quelques grands arbres aux branches pendantes. Elle est tournée dos à la clôture. Elle reste immobile et silencieuse. Elle semble être entièrement noire, assise sur ses pattes arrière comme un canidé, et je peux clairement voir ses yeux qui émettent une douce lueur jaune. Je la montre à mon ami et je lui demande ce que c'est. Il se tourne pour regarder et nous restons tous à fixer, essayant de comprendre ce que c'est. Elle nous regarde droit dans les yeux pendant quelques secondes qui semblent une éternité, puis, d'un seul mouvement fluide, elle se tourne tout en sautant par-dessus la clôture, qui fait bien 1,50 m de haut et disparaît dans l'obscurité sans faire aucun bruit. Bien qu'il n'y ait eu que de hautes herbes, des feuilles mortes et des branches de l'autre côté de la clôture, inutile de dire que nous avons déguerpi immédiatement et sommes allés chez la grand-mère de mon ami, dans la rue tout au bout de l'endroit où nous avions vu la créature. Ma famille était au powwow, donc il n'y avait personne chez ma grand-mère, et il était hors de question que je reste là tout seul après ça. Nous avons raconté à la grand-mère de mon ami ce que nous avions vu, et elle nous a dit qu'il y a beaucoup de choses mystérieuses dans l'obscurité dans la région de l'Oklahoma, et que nous devrions simplement être reconnaissants que ce n'était pas malveillant. Beaucoup de choses étranges se passent là-bas. J'ai grandi avec plein d'autres histoires racontées par mes tantes, mes oncles et mes grands-parents. Je ne pense pas que je veuille savoir ce que c'était. C'était fin juin 1968. Mon père avait 12 ans. Mes grands-parents avaient déménagé quelques mois plus tôt de Tucson, Arizona, à Concho, Arizona. Concho différait beaucoup de Tucson, tant par le paysage que la température. À environ 1500 mètres d'altitude, Concho affichait l'été 21 degrés contre plus de 40 à Tucson. Reposant au bord des montagnes blanches, la terre est composée de falaises et de buttes en grès rouge, jaune et brun, qui se dressent devant une ancienne crête de basalte plus imposante, s'étendant au nord depuis la chaîne volcanique de Springer jusqu'au puits de Concho. L'ancien Concho, jusqu'à aujourd'hui, se trouve au milieu du désert d'altitude, avec de grandes crêtes de basalte bordant l'est et le nord. Dans la vallée, un lit de rivière asséché était parsemé de grands bosquets de peupliers. Les buttes et les crêtes arboraient de grands genévriers et cèdres tordus. À l'époque, environ 200 personnes vivaient à Concho. C'est assez proche de la forêt pétrifiée, donc le bois pétrifié était abondant sur le fond de la vallée. Il y avait aussi de nombreuses ruines anciennes, des Anasazi disséminées le long de la vallée. Mon grand-oncle avait aussi déménagé sa famille à Concho. Mon grand-père venait d'obtenir son diplôme d'ingénieur civil et, avec mon grand-oncle, il construisait des routes autour des montagnes blanches. Ils avaient tous deux acheté des terrains à Concho à bas prix. Mon grand-oncle avait 2 fils, l'un d'un an plus âgé et l'autre d'un an plus jeune que mon père. Ils s'appelaient Tony et Zach. Tony avait 13 ans et Zach en avait 11. Mon père et ses cousins étaient très proches. Ils passaient leur journée à explorer les paysages environnants, accompagnés du bulldog américain de mon père, Sarge. Ils avaient découvert pas mal de ruines, de nombreux pictogrammes et quelques vieilles maisons en adobe abandonnées, probablement datant de la fin du 19e siècle. Chaque matin, si le temps le permettait, ils remplissaient leur sac de gourdes, de sandwichs à la mortadelle et partaient dans la nature pour jouer et explorer. La règle de mes grands-parents et de ma grande-tante et de mon grand-oncle pour les enfants était de toujours rentrer avant le coucher du soleil. Mon père se rappelle qu'un matin d'été, ils avaient marché vers l'ouest jusqu'à la crête de basalte pour explorer. Après avoir parcouru environ 1 mile, ils sont tombés sur un arroyo qui longeait la crête. De grands rochers noirs et de larges dalles de grès parsemaient le lit de la rivière sèche. Les berges étaient assez abruptes, mais ils devraient les traverser s'ils voulaient explorer la crête de l'autre côté. Ils descendirent lentement.
Arrivés dans l'arroyo, ils virent que la berge opposée était trop abrupte à escalader et suivirent le cours vers l'ouest pour trouver un passage plus accessible. Mon père a dit que dès leur entrée dans le lit de la rivière, il a ressenti une sensation inquiétante, comme s'ils étaient observés. Io a dit que c'était extrêmement silencieux. Aucun oiseau ni cigale ne chantait, il faisait aussi chaud et aucune brise ne traversait l'air. En avançant dans le lit de la rivière, un sentiment d'urgence grandissait en lui. Il se tait, craignant les moqueries de ses cousins. À environ un demi-mille plus loin dans le lit de la rivière, celui-ci faisait un virage autour d'un gros rocher volcanique. Soudain, Sarge se mit à grogner doucement, les poils hérissés sur son dos. Cela surprit les 3 enfants. En regardant autour d'eux, ils ne virent rien, alors, en encourageant le chien, ils s'approchèrent du virage. Sarge resta cloué sur place, grognant, grondant et aboyant. Les 3 garçons eurent peur. Ils se mirent d'accord pour dire qu'ils devraient peut-être simplement faire demi-tour. Ils remarquèrent un endroit pour sortir du ravin. Au début, elles ne l'avaient pas remarqué, mais cela évoquait un sentier de jeu. Portées par l'adrénaline, elles coururent le long du talus en direction de la crête. Le chien sautait derrière elles. Pendant tout ce temps, ce mauvais pressentiment grandissait en mon père. Essoufflées, elles se sont arrêtées en haut pour souffler. Assises contre un gros rocher, elles ont bu quelques gorgées à la gourde et se sont rassurées mutuellement en se disant que Sarge avait probablement juste senti un coyote ou aperçu un lapin. Ici, la piste de gibier était plus visible. Elle s'était même creusée dans certaines roches volcaniques, aigrets émergeant du sol. Intriguées, elles la suivirent. Elles la suivirent un moment et cherchèrent un coin ombragé pour déjeuner. Elles remarquèrent qu'il y avait beaucoup de pétroglyphes parsemant les rochers noirs, des formes géométriques, des animaux, des figures humaines, il y en avait tellement. Elles trouvèrent finalement un grand genévrier noueux et déjeunèrent à son ombre. Le ventre plein et l'excitation remplaçant leur peur, elles se dépêchèrent le long du sentier qui zigzaguait lentement sur le flanc de la crête de basalte, évitant les gros rochers. Et les zones d'éboulis? Les pictogrammes le long du sentier changeaient aussi, nombreuses spirales et hommes cornus. Mon père a même trouvé qu'un ressemblait à une soucoupe volante. En prenant un virage, le sentier a soudain disparu. Il n'y avait plus que l'espace ouvert au bord de la falaise. Il n'y avait nulle part où aller. La falaise tombait d'un côté et de l'autre, une paroi abrupte s'élevait sur environ 15 mètres. Mon père a dit qu'il était déçu, mais aussi un peu soulagé. Comme le soleil descendait de plus en plus à l'ouest et qu'ils étaient maintenant assez loin de Concho. Il voyait la ville au loin, la montagne sacrée unie et les messas de la réserve Navajo. Déçues, elles décidèrent quand même d'admirer la vue. Elles redescendaient le sentier quand elles virent une ouverture dans la falaise, un canyon latéral qu'elles n'avaient pas vu en montant. C'était derrière un grand cèdre tordu. L'ombre de l'arbre l'avait caché. On aurait presque dit qu'il y avait un autre sentier qui entrait dans la séparation. L'ouverture mesurait environ 1,20 pieds de large. En la voyant, mon père a ressenti à nouveau cette inquiétude. Son estomac s'est noué et il a eu l'impression qu'il se tordait dans tous les sens. Les poils sur sa nuque se sont hérissés. Tony a proposé de faire un détour pour aller voir. Mon père a protesté, disant qu'il devait rentrer, et Zach est resté silencieux. Il semblait aussi effrayé que mon père. Tony a ri, et en se retournant vers eux, il a crié en disant qu'ils étaient tous les 2 des mauviettes. Il a dit que s'ils ne voulaient pas y aller, ce n'était pas grave et qu'ils pouvaient l'attendre là comme des bébés. Sarge avait couru le long du sentier et était hors de vue. Mon père a sifflé, mais il n'est pas revenu. Zach a suivi Tony et mon père est resté derrière pendant qu'ils entraient dans le canyon aux parois noires. Une fois hors de vue de mon père, le vent s'est levé.
En sifflant entre canyon et arbres, il faisait un bruit étrange et inquiétant. C'était silencieux à part ce vent étrange, et mon père a cru entendre de faibles voix portées par l'air. Il a frissonné, le sentiment de malaise devenant de plus en plus fort. 10 minutes passèrent, puis 20, et Tony et Zach n'étaient toujours pas revenus. Un gros nuage avait couvert le soleil et des gouttes de pluie commencèrent à tomber. Mon père s'est déplacé sous le cèdre pour s'abriter de la légère pluie. Il s'est assis sur un rocher et a commencé à frissonner. Soudain, quelque chose a attrapé son épaule. Il a bondi d'environ 1 mètre et a crié, puis il a entendu des rires. C'étaient Tony et Zach. Ils avaient l'air extrêmement excités. « Luc, tu ne croiras jamais ce qu'on a trouvé !» s'exclamèrent-ils, presque essoufflés. « On a trouvé des marches indiennes et elles mènent à une grotte. » Ils ont supplié mon père de venir la voir. Ce n'était pas loin, disait-il, seulement à 10 minutes dans le canyon. Mon père les a suivis à contre-cœur, sachant qu'il n'accepterait pas de rentrer à la maison avant de lui avoir montré. En plus, il se sentait un peu plus courageux et encore plus intrigué maintenant. En effet, après un virage et à environ 20 mètres dans le canyon, celui-ci était plus large, environ 6 à 9 mètres de large, et il y avait effectivement des prises pour les pieds et les mains taillées dans la paroi rocheuse. Mon père avait déjà vu des marches comme celle-ci lorsque ses parents l'avaient emmené au parc national de Chaco Canyon. Elles étaient plus petites que celles de Chaco et montaient seulement sur environ 6 mètres jusqu'à l'entrée assombrie d'une petite grotte. Il frissonna, sans savoir si c'était d'excitation ou de peur. Du fond du canyon, il était impossible de connaître la taille de la grotte. Ils ont laissé tomber leur sac et ont décidé d'utiliser les prises pour les mains et les pieds afin de grimper jusqu'à la grotte, contre le meilleur jugement de mon père. La pluie s'était arrêtée, mais ils avançaient lentement et prudemment car la roche était devenue glissante. Il leur a fallu environ 10 minutes pour monter. Mon père a encore appelé Sarge depuis le sommet. Le chien n'était toujours pas revenu. La grotte était bien plus grande et profonde qu'il ne l'avait imaginé, et l'entrée était décorée de centaines de pétroglyphes. La lumière n'entrait pas loin, mais ils apercevaient une ouverture éclairée au loin dans le toit, alors ils sont entrés. Leurs yeux s'habituant à l'obscurité, ils commencèrent à remarquer que le sol était couvert d'objets. À mesure que leur vision nocturne devenait plus nette, ils virent ce qui ressemblait à des pierres et des débris, mais qui s'avéraient être des pots. De magnifiques pots peints de toutes formes et tailles, noirs sur fond blanc, décorés de motifs géométriques et d'animaux. Des pots rouges et même quelques jaunes. De grands pots cannelés contenant du maïs séché, des courges ridées et des haricots. Il y avait aussi des pots remplis de pointes de flèches et de perles, de tambours et de flûtes. Elles n'ont rien touché et ont continué à avancer plus profondément dans la grotte. Elles ont regardé autour d'elles, choquées et émerveillées. Elles venaient tout juste de découvrir quelque chose d'énorme. Quelque chose de vraiment énorme. Elles se sont maintenant précipitées vers la deuxième lueur qui filtrait par une fissure dans le toit. La grotte était jonchée de toutes sortes d'artefacts. Des haches en pierre, des pots de toutes formes, couleurs et tailles. Ils avaient l'impression d'avoir découvert la tombe de Toutankhamon. En passant sous la fissure, ils remarquèrent qu'il y avait des objets et des alcôves dans le mur. Mon père s'est approché de l'une d'elles et son sang s'est glacé. Il regardait un corps humain. Il était décomposé, sa peau, et ses cheveux s'accrochaient par endroits, et sa bouche était ouverte dans ce qui ressemblait à un cri silencieux. Il a fait un bond en arrière, Tony, et Zach se sont aussi figés. Les murs étaient tapissés d'alcôves remplies de corps richement vêtus qui s'alignaient le long des murs aussi loin qu'ils pouvaient voir dans l'obscurité. Soudain, un cri strident, sinistre et horrifiant perça le silence de la grotte. Les 3 garçons sursautèrent et mon père, regardant dans la direction d'où venait le bruit, aperçut 2 yeux rouges et brillants. Il resta figé, paralysé par ses yeux rouges et brillants.
Soudain, la grotte fut envahie par une odeur de décomposition et de mort. Les yeux commencèrent à s'avancer lentement vers les garçons. Un grognement hideux suivi d'un cri strident les fit sursauter et sortir de leur immobilité. Les yeux se déplaçaient rapidement maintenant, droit vers eux, et ils entendirent le bruit sourd de pas qui couraient. Ils se retournèrent et sortirent de la grotte aussi vite qu'ils le purent, courant à perdre haleine, emportés par une panique aveugle. L'entrée de la grotte était peut-être à une trentaine de mètres. Mon père jeta un regard en arrière, contre toute raison, et vit un homme à quatre pattes ou un coyote géant, ou les deux, il n'en était pas sûr, traverser la lumière au fond de la grotte, ses yeux rouges, sans ciller. Il se força à aller plus vite, criant aux autres de courir plus vite aussi. Arrivé au bord de la grotte, ils durent redescendre en s'accrochant des mains et des pieds. Zach arriva le premier et descendit aussi vite que possible. Tony suivit, le visage envahi d'horreur alors qu'il descendait la paroi. Le cœur de mon père battait si fort qu'il résonnait dans sa tête à ce moment-là. Il se retourna et vit les yeux à seulement 6 mètres de lui. L'odeur de décomposition était insupportable et lui donnait la nausée. Il plaça rapidement ses pieds sur les premières prises et entama la descente de la paroi. Il entendait et sentait la respiration de la créature. Elle était au bord. Il refusa de lever les yeux, se concentrant sur les prises pour mains et pieds. Il entendit Tony crier en dessous de lui et regarda pour voir Tony perdre sa prise et glisser à environ 1,50 m du bas. Il tomba sur le côté et hurla de douleur. Mon père ralentit un peu, n'osant toujours pas lever les yeux. Après une éternité, il sauta de la falaise pour descendre les 2 derniers pieds. Zach aidait Tony à se relever et Tony était figé, regardant la grotte et l'escalier ancien, tout le sang ayant quitté son visage. Mon père était en pleine panique et, sans regarder, il attrapa Tony et aida Zach à l'éloigner. Ils ont dévalé le petit canyon et, juste avant de passer le virage, mon père a regardé en arrière pour voir les yeux rouges qui les observaient depuis l'obscurité. Un autre hurlement strident a retenti depuis la grotte et, à ce moment-là, Sergent, courant à toute allure, est arrivé du tournant en grognant et aboyant. Il a couru jusqu'à l'escalier de prise pour les mains et les pieds et a hurlé en direction de la grotte, les poils de son dos complètement hérissés. Grogné et grondé, le bruit du chien remplissait le canyon. Quand mon père a tourné le coin, il a vu ses yeux rouges se retirer dans la grotte. Ils ont quitté le canyon et se sont arrêtés pour souffler, les aboiements et grognements de Sarge résonnant derrière eux. Tony pleurait, le visage ravagé par la douleur. Il a d'y penser s'être cassé le bras. Zach était silencieux. Mon père a demandé à Tony s'il pouvait rentrer. Tony a répondu qu'il n'allait certainement pas rester près de cet endroit où cette chose se trouvait. Soudain, un cri perçant est venu du canyon. C'était un chien qui souffrait. Mon père a crié à Sarge, mais Tony et Zach descendaient déjà le sentier en courant. Mon père a crié à nouveau, les larmes lui montant aux yeux. Aucune réponse, le silence régnait. Mon père a appelé. Sarge, viens, Sarge. Toujours rien. Soudain, mon père a cru entendre quelque chose, et il a levé les yeux vers l'entrée du canyon. Des bruits de pas? Non, ça ressemblait à des tambours. Mon père est resté confus. Des tambours? Est-ce qu'il perdait la tête? Les tambours devenaient de plus en plus forts. Il ne trouvait pas Sarge, mais savait qu'il ne pouvait l'abandonner. Mon père a vu Zach les larmes aux yeux sur le sentier. « Luc, il faut qu'on y aille, dit-il. Les tambours étaient plus forts et il pouvait entendre un léger chant. Zach saisit mon père et le relève vivement. « Tu n'entends pas ça? Nous devons courir. Mon... » Papa a été tiré de son chagrin alors que la peur l'envahissait à nouveau. Il a couru avec Zach sur le sentier. Tony attendait près de l'arroyo. Le lit de la rivière faisait environ 15 cm de profondeur.
Ils remarquèrent d'abord un gros nuage d'orage au sud. Un énorme orage noir avait dominé l'horizon sud. Des éclairs illuminaient à la distance et une nouvelle source de danger traversa l'esprit de mon père. Des crues soudaines. Il a dit à Tony et Zach de traverser l'arroyo au plus vite. S'il y avait une crue soudaine, ils seraient coincés du côté de la crête de basalte avec cette chose, quelle qu'elle soit. Ils sont descendus prudemment. Tony avait du mal à cause de son bras blessé. Il pouvait maintenant entendre le tonnerre gronder dans l'air et le vent s'était renforcé. Mon père surveillait le ruisseau qui n'avait monté que de quelques centimètres. Ils sont descendus jusqu'en bas et ont traversé le ruisseau. L'endroit où ils ont traversé n'était qu'à une trentaine de mètres devant eux, alors ils se sont précipités vers lui. L'eau montait à une vitesse alarmante. Ils allaient aussi vite que leurs jambes le pouvaient et, malgré leur épuisement, ils continuaient d'avancer. Soudain, mon père, qui fermait la marche, entend un grand bruit d'éclaboussure et un halètement venant de derrière lui. Son cœur s'est serré, ça les avait suivis et ça se rapprochait. Il a fermé les yeux, se préparant à l'impact, puis il a senti quelque chose de mouillé lécher l'arrière de sa main qui balançait. Il s'est retourné, prêt à encaisser, mais c'était sage. La joie a envahi mon père. Il s'est penché et a fait un rapide câlin à Sarge pendant que le chien passait devant eux, leur lançant un regard condescendant. Le chien a poursuivi Tony et Zach alors qu'ils sortaient de l'arroyo. Mon père s'est mis à courir et a commencé à grimper. Alors qu'il approchait du sommet, il a entendu un fracas et des craquements provenant de l'arroyo. Arrivé au sommet, il a vu une vague d'eau brune remplie de débris déferler dans le ravin. Il est tombé sur les fesses et a observé la crue remplir le canyon. Tony et Zach étaient allongés par terre, haletants et cherchant leur souffle. Mon père a essayé de reprendre son souffle. Il se sentait étourdi, les larmes aux yeux, mais Sarge s'est approché et lui a léché le visage en gémissant. Mon père a alors vu Sarge couvert de sang. Il a examiné le chien et a trouvé plusieurs entailles sur son dos et son museau, et son oreille était aussi déchirée. Elle paraissait peu profonde, mais il n'en était pas certain. Zach était la première à parler. Il a demandé ce que c'était. Personne n'a répondu. Le bras de Tony enflait gravement et le crépuscule approchait dans quelques heures. Pris de panique, ils réalisèrent qu'ils avaient oublié leurs sacs et gourdes dans le petit canyon. Ils n'étaient dans les plus pressés et ils étaient épuisés. Ils ont bu un peu d'eau de pluie qui s'était accumulée dans l'un des gros blocs de grès. Ils se sont dit que, quoi que soit cette chose, elle ne traverserait pas l'arroyo avant quelques heures, alors ils sont lentement retournés à Concho, tandis que le nuage d'orage au sud continuait d'inonder le paysage. Les trois garçons et Sarge sont rentrés à la maison vers 8 heures. Le soleil s'était couché et mes grands-parents ainsi que mon grand-oncle étaient morts d'inquiétude. Ils étaient soulagés et en colère jusqu'à ce qu'ils voient l'état du trio et du chien. Les garçons leur ont raconté leur histoire horrible et les parents de Tony ont emmené Tony chez le médecin le plus proche à Holbrook cette nuit-là. Mon père a dormi avec Sarge au pied de son lit. Malgré son extrême épuisement, il a été tourmenté par des cauchemars. L'un d'eux était particulièrement terrifiant. Il voyait les yeux rouges regarder à travers la fenêtre de sa chambre. Lorsqu'il s'est réveillé, ses rideaux étaient fermés. La pluie a continué pendant 2 ou 3 jours. Les garçons ne quittaient pas leur maison, toujours terrifiés par ce qui s'était passé. Mon grand-père et mon grand-oncle étaient convaincus que ce que les garçons avaient rencontré était un puma, mais ils étaient intrigués par l'histoire de la grotte funéraire indienne. Quelques jours plus tard, quand il fait beau, ils disent aux garçons vouloir voir la grotte. Ils voyagent plus vite cette fois grâce à la Jeep de mon grand-oncle Willie. Mon grand-père et mon grand-oncle ont aussi pris quelques fusils de chasse et carabines au cas où le lion serait encore là. Les garçons leur montrent l'arroyo, rempli de nouveaux rochers et d'arbres brisés suite aux récentes crues. Ils trouvent la piste et commencent à monter, mon grand-père en tête et mon grand-oncle fermant la marche.
Ils trouvent les sacs des garçons accrochés dans un buisson de cèdre. Ils ont été déchirés et sont en lambeaux. Mon grand-père pense qu'ils ont dû être emportés par une autre inondation et qu'ils ont fini dans les arbres. Ils arrivent enfin au petit canyon caché, bloqué par un genévrier emporté par la pluie. Mon grand-père et mon grand-oncle retirent la bûche du chemin puis montent dans le canyon jusqu'à l'escalier indien. Mais en levant les yeux, ils perçoivent l'obscurité de la grotte. L'eau a effacé toute trace du passage du garçon. Mon grand-père pense qu'à cette heure de la journée, la grotte est peut-être plus éclairée, alors lui et mon grand-oncle grimpent en utilisant les prises pour les mains et les pieds jusqu'au sommet. Les garçons attendent en bas, n'ayant aucune envie d'y remonter. Cette fois, il n'y avait que mon père et Zach. Tony s'est vraiment cassé le bras et il a dû rester à la maison. Mon grand-père leur a crié de monter et ils l'ont fait comme on leur avait dit, même s'ils n'en avaient pas envie. Quand mon père est arrivé en haut, il était absolument stupéfait. La grotte a disparu. C'est une alcôve rocheuse de 6 mètres près d'une falaise de basalte noir ornée de pétroglyphes. Il est confus, regarde autour de lui, inquiet et silencieux. Il s'est approché du mur en cherchant des fissures ou des joints, mais il n'a rien vu. Mon grand-père et mon grand-oncle ont interrogé les garçons. Inventaient-ils ces histoires? Non, ils ne les inventaient pas. Quelque chose a attaqué Sarge, et les garçons ne l'avaient pas imaginé. Ils ont conclu que les garçons avaient oublié où était la grotte. Les papas n'étaient pas en colère, ou c'est un endroit sympa. Ils se sont dit que peut-être qu'un autre week-end, ils chercheraient à nouveau la vraie grotte. Mais mon père et Zach savaient que c'était là que se trouvait la grotte. Ils n'avaient aucun doute là-dessus. Ils ont retrouvé leur sac à dos et sont même passés devant le pétroglyphe de l'objet volant non identifié, mais bien sûr, ils n'ont pas pu convaincre les adultes. Alors, ils se dirigent vers la Jeep qui est garée sur la rive opposée de l'Arroyo. Alors qu'ils chargent leurs affaires, le soleil descendait bas dans le ciel à l'ouest. Mon père a regardé en arrière vers la crête de basalte, se demandant si peut-être tout cela n'était qu'un rêve. Peut-être que c'était une hallucination partagée, quelque chose dans l'ombre de la falaise attira son attention. Il plissa les yeux face au soleil et vit 2 yeux rouges brillants qui le regardaient. Son sang se glaça, il se retourna alors que la Jeep démarrait. Mes grands-parents ont quitté Concho quelques mois après que mon grand-père ait fini le projet d'autoroute et reçu une offre dans les îles Vierges américaines. Mon père a dit qu'après cette rencontre, il faisait des cauchemars toutes les nuits et il jurait qu'il voyait ses yeux rouges la nuit, dehors, près de sa maison, jusqu'à ce qu'il finisse par déménager. Après cela, mon père n'a plus fait de cauchemars sur ses yeux, mais ce n'était pas sa dernière rencontre avec la créature aux yeux rouges. Il l'a revu une fois de plus quand il était adulte, mais ça c'est une histoire pour une autre fois. Au lycée, mes potes et moi avions l'habitude de faire du bateau sur le lac Powell pendant l'été, et nous campions à Loam Rock et traînions à Page, en Arizona, le soir. Un soir, un habitant du coin nous a emmenés au Trading Post, à la limite d'une réserve là-bas. En chemin, notre guide adolescent essayait de nous faire peur avec des histoires folles de natifs, nous parlant des anciens hommes médecine et du cavalier solitaire. Nous avions déjà entendu parler de certains mauvais présages, comme un coyote qui traverse votre chemin, mais aucun de nous n'était vraiment superstitieux. Quand nous arrivons, nous nous retrouvons autour de plusieurs bâtiments abandonnés, à moitié en ruine, mais dont quelques murs tenaient encore debout. Il faisait sombre à 2 heures du matin, mais on pouvait voir des graffitis et des bouteilles cassées par terre. Les structures n'étaient pas très hautes, mais étaient plutôt construites dans des trous dans le sol. On nous dit qu'un des bâtiments était l'endroit où une enfant était morte après avoir été enfermée lorsque ses parents étaient partis, et ne sont jamais revenus. Nous nous sentons tous un peu mal à l'aise,
mais nous essayons de nous faire peur en plaisantant ou de faire semblant d'avoir entendu quelque chose à l'intérieur de l'un des bâtiments sombres. La locale qui nous avait emmenés là-bas jouait le jeu jusqu'à ce qu'elle se précipite vers la voiture et nous crie de monter, alors nous l'avons fait. Nous démarrons en trombe et une fois de retour sur la route, nous lui demandons ce qui s'est passé. Mais elle dit qu'elle ne veut pas avoir d'ennui et que ça porte malheur d'en parler. Nous pensons qu'elle essaie de nous entraîner dans une histoire effrayante, mais elle n'est pas contente et n'a pas envie d'en parler. De retour en ville, nous sommes surexcités et nous taquinons sur ce qui s'est passé. Nous allons au Warwick Resort pour essayer de nous faufiler dans les jacuzzis, et je pars à la recherche d'un placard de femme de ménage ouvert dans l'un des bâtiments pour trouver des serviettes. En traversant le parking, je vois ce qui me semblait être le husky de quelqu'un, mais il est plus grand, brun et a une petite tête. Il était simplement en train de m'observer. Il est un peu plus loin. Pensant que le propriétaire était proche, je n'ai pas fait attention et suis revenu avec des serviettes. Pendant qu'on se détendait dans le jacuzzi, à 1,50 m l'un de l'autre, 2 hiboux géants se sont posés sur la clôture derrière nous. Rien de trop fou. Je suis le seul à le remarquer, mais ça semble un peu étrange, et ces oiseaux sont énormes. Le lendemain, on rencontre un habitant au Taco Bell et on lui raconte notre aventure. Et il nous met en garde contre les skinwalkers. Il nous dit qu'ils n'aiment pas que leur territoire soit envahi et qu'on se moque d'eux. Il nous a avertis qu'ils traquent leurs ennemis déguisés en coyotes ou en hibou. Quoi qu'il en soit, je ne fais plus de sorties nocturnes dans la réserve. Ma première expérience avec un skinwalker s'est produite quand j'avais 16 ans. J'étais chez les Scouts et j'étais en camping avec quelques garçons de ma troupe. Nous étions au fond des bois, à environ 1 heure de marche de l'entrée du sentier la plus proche, puis encore à 1 heure de marche du sentier de randonnée le plus proche. Nous n'avions pas de chef scout pendant ce camping, nous étions seuls mais armés. Nous avions toutes un fusil de chasse ainsi qu'un pistolet, nous étions 5. La première nuit, nous avons entendu des cris lointains, mais n'y avons pas prêté attention, pensant que c'était un animal en chaleur. Beaucoup d'animaux produisent les mêmes sons que les humains. Le reste de la nuit s'est déroulé sans incident. Nous avons simplement discuté et dîné avant d'aller nous coucher. Le deuxième jour, nous avons fait une randonnée jusqu'à un étang pour pêcher. Mais en y allant, quelque chose ne semblait pas normal. C'était un silence de mort. Habituellement, on entendrait les oiseaux chanter et le vent dans les feuilles, mais cette fois, rien. Au bout d'un moment, nous sommes arrivés à l'étang et avons commencé à pêcher. Au bout d'1 heure environ, nous avons remarqué quelque chose. Il y avait des poissons dans l'étang, mais ils étaient tout morts. Nous avons donc décidé de retourner au campement et de chasser notre dîner. Mais en revenant au camp, nous avons trouvé quelque chose de troublant. Un cerf mutilé avait été laissé à 10 mètres de nos tentes. Après avoir trouvé le cerf, nous avons entendu le cri, cette fois bien plus proche. Nous avions choisi de rester au camp cette nuit-là, les fusils pointés dans diverses directions. Je ne pense pas que l'une d'entre nous ait dormi. Vers 2 heures du matin, nous avons commencé à entendre des bruits de pas. Bas. Et puis nous avons commencé à entendre un rire étrange qui continuait de façon sporadique pendant environ 30 minutes, puis je l'ai vu à environ 15 mètres de moi. Il y avait une créature d'environ 1,80 m ou 2 mètres de haut qui marchait sur 2 jambes, le dos voûté, puis elle m'a regardé. Dans la lumière tamisée, j'ai pu voir son visage. Elle n'avait pas d'yeux et sa façon de bouger était extrêmement étrange. Elle se déplaçait en tressautant. Au bout d'un moment, elle est retournée vers la lisière des arbres. Quand le matin est arrivé, j'ai raconté à tout le monde ce que j'avais vu et nous avons décidé qu'il était temps de partir. Heureusement, la marche jusqu'à la voiture s'est déroulée sans incident, du moins jusqu'à notre arrivée.
En approchant, nous avons vu qu'une tête de cerf était sur le capot de notre voiture. Inutile de préciser que nous n'y sommes jamais revenus. Au cours d'une semaine, j'ai eu plusieurs rencontres étranges. Tout a commencé alors que j'étais assis dans un terrain vague, discutant avec mon pote. On avait entendu des chiens hurler. On en a rigolé un peu. Mais ensuite, on a vu un cerf sortir et il n'avait pas l'air normal. On aurait dit quelque chose qui essayait de ressembler à un cerf. Ses pattes ne bougeaient pas normalement et il avait l'air ivre. Finalement, le cerf s'est enfui et on a commencé à entendre les chiens hurler et avoir l'air en détresse. J'étais vraiment terrifié. En tant qu'Amérindien, j'ai entendu plein d'histoires effrayantes sur les skinwalkers, et quand j'ai commencé à conduire, on a tous les deux remarqué une odeur putride. La nuit suivante, alors qu'on traversait la ville en voiture, j'ai de nouveau senti cette odeur. La meilleure description que je puisse donner pour l'instant, c'est de la viande pourrie. Un cerf qui a l'air étrange, comme celui qu'on a vu la nuit précédente, surgit et fixe mon véhicule, avant de s'élancer dans l'obscurité. Alors qu'on termine de descendre la rue en voiture, on entend un homme crier et on se tire vite fait de là. On retourne chez lui, on s'assoit sur la terrasse pour se détendre et on essaie de comprendre ce qui vient de se passer, puis on entend un sifflement grave. Alors que je retournais à mon véhicule, j'ai de nouveau entendu des chiens hurler. Un gros chien noir est sorti d'une maison et m'a fixé avant de s'enfuir. J'ai conduit jusqu'à chez moi avec un terrible sentiment d'effroi et de malaise. J'ai travaillé la nuit suivante comme agent de sécurité et j'avais une petite zone à patrouiller, littéralement 2 remorques de matériel. J'avais déjà fait le tour des remorques une fois et j'étais sur le point de recommencer quand j'ai entendu un hibou tout près. J'ai continué à marcher et j'ai trouvé une grande plume entre ces remorques. J'étais juste là. Elle était posée exactement là où j'avais dirigé ma lampe torche et où je n'avais rien vu. Je suis rentré chez moi et j'étais allongé dans mon lit, puis j'ai entendu quelque chose marcher autour de la maison en frappant contre les murs et j'ai entendu quelque chose essayer d'ouvrir la fenêtre de ma chambre. J'essaie d'être aussi rationnel que possible, mais je commence à flipper. Est-ce que ça pourrait être un skinwalker? Alors, je suis une chasseuse passionnée et chaque année, au début de la vingtaine, je passais tous mes week-ends dans les bois d'un parc national près de l'Oklahoma, près de la rivière Rouge. D'habitude, je faisais une randonnée de 3 à 5 kilomètres. Ma première rencontre remonte à environ 10 ans. Je m'étais installée près d'une clairière et j'étais perchée à environ 6 mètres de haut dans un arbre. Près de l'aube, un grand cerf à 12 corps avançait lentement dans la clairière, à 300 ou 400 mètres de moi. Je l'ai laissé s'approcher, j'ai visé et je l'ai abattu en plein cœur et poumon avec une balle de calibre 3006 à pointe balistique de 195 grains. Après l'avoir vu tomber dans ma lunette, j'ai mis mon fusil en bandoulière et me préparais à descendre du mirador. C'est à ce moment-là que j'ai vu ce cerf se relever et courir dans les bois sur 2 jambes. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer, mais connaissant les histoires de skinwalker racontées par ma grand-mère à moitié amérindienne, je suis aussitôt partie. Quelques années plus tard, je chassais dans la même zone et j'avais installé mon mirador et mon échelle la veille. À minuit, j'ai marché jusqu'à mon mirador pour être prête à l'aube. Je suis montée dans mon mirador vers 2 heures du matin et j'attendais patiemment. Après quelques heures, vers 6 heures du matin, ou à peu près 30 minutes avant le lever du soleil, j'ai entendu quelque chose attraper mon échelle, puis il m'a semblé que quelque chose grimpait mon échelle. J'ai pointé mon fusil vers le bas et tiré. J'ai touché quelque chose dès mon premier tir et j'ai entendu un cri, alors naturellement, j'ai vidé le fusil en continuant de viser droit vers le bas de mon échelle.
Je n'ai pas osé regarder en bas, de peur de ce que j'avais entendu dans les histoires sur le fait de croiser le regard d'un skinwalker. J'ai sorti mon revolver 357 Magnum et j'ai vidé le barillet en direction du bruit que j'entendais. Et une fois qu'il était vide, je l'ai rechargé et j'ai continué la rafale. Il y avait encore quelque chose là-dehors et je pouvais l'entendre. Il me restait une arme avec des munitions, alors j'ai sorti mon 9 mm que je gardais sur moi pour me défendre. Vous savez, juste au cas où. J'ai tiré quelques coups vers le bruit que j'avais entendu. Et puis j'ai attendu jusqu'au matin. Quelques balles dans mon 9 mm, serrées contre moi comme ma vie en dépendait. Quand le matin est arrivé, j'ai regardé autour de moi et je suis descendu de mon arbre. Autour de mon mirador, il y avait du sang noirâtre et il s'enfonçait plus loin dans la forêt. J'ai marché jusqu'au sentier aussi vite que possible et en arrivant, j'ai vu quelqu'un d'autre au loin. Il allait dans la même direction que moi et il avait aussi l'air effrayé. J'ai rechargé toutes mes armes pendant qu'il se rapprochait et, en s'approchant, je lui ai demandé s'il partait aussi. Il m'a dit avoir entendu de nombreux coups de feu plus tôt et un cri. Je lui ai demandé où il était posté et il a pointé dans la direction où j'avais vu la trace de sang aller. Il a dit avoir entendu quelque chose passer près de lui après l'arrêt des coups de feu. Et quand l'aube est arrivée, il a vu quelque chose d'animal courir sur 2 jambes. J'ai eu son nom, on va l'appeler Jim, et il m'a dit qu'on devrait sortir de la forêt. Originaire de la région et à moitié Cherokee, il m'a dit que si ce qu'il pensait était vrai, il fallait partir. Nous avons quitté la forêt, retrouvant nos voitures au même endroit, puis partagé une bière. Vers midi, nous avons repris courage pour récupérer nos affaires. Après une marche lente, nous avons atteint mon premier mirador. Mon échelle en acier, fixée à l'arbre avec des sangles étendeurs, a été arrachée. Elle était tordue et abîmée. Mon mirador est toujours dans cet arbre à ce jour, je suppose. Il a regardé la traînée de sang et il est devenu tout pâle. Les traces étaient un mélange d'humain et de canin. Nous sommes arrivés à son mirador après un moment. Il n'était qu'à 250 mètres de moi, étonnamment. Son équipement était éparpillé sur le sol de la forêt comme le mien, une échelle tordue, mais contrairement à mon mirador, le sien avait été arraché et jeté. Nous avons toutes les deux quitté la zone et sommes retournés à nos véhicules. Après notre dernière rencontre, Jim et moi avons échangé nos numéros et nous nous sommes retrouvés quand je suis venu chasser là-bas. C'est un peu devenu une habitude d'aller chasser ensemble. Il connaissait mieux la forêt que moi là-bas et il était une bonne compagnie. Nous installions généralement nos miradors côte à côte ou chassions dos à dos dans une cache durant nos 2 années de chasse commune. Si l'une de nous avait une occasion de tirer lorsque nous étions dans la cache, nous faisions signe à l'autre d'un coup de coude dans le dos. Ce matin-là, nous avons toutes deux pu tirer. Nous avons toutes les deux tiré. J'ai touché la biche que je visais en plein dans la poitrine. Alors qu'elle tombait, elle s'est retournée et a couru sur ses pattes arrière, fonçant morte dans les bois. La proie de Jim a fait la même chose après qu'il l'ait touchée. Nous avons enquêté et lorsque les animaux se sont retournés, les sabots ont laissé place à des traces humaines. Jim a dit qu'on devait partir et je n'ai pas contredit. Après cette rencontre, nous avons cessé de chasser ici. Je me souviens en grandissant que je passais quelques week-ends chez mes grands-parents. Ils vivaient sur la réserve, pas très loin de la région sauvage de Bitsty. Mon grand-père avait ses 3 chiens. Il les appelait ses protecteurs. Il me disait qu'ils étaient de son système d'alarme et qu'il l'alerterait si quelque chose s'approchait de la maison. Il m'a dit que quelque chose leur rendait visite la nuit et que les chiens devenaient fous, aboyaient et poursuivaient quelque chose autour de la maison pendant la nuit. Mon grand-père m'avait demandé de commencer à creuser de grands trous dans le sol pour qu'il puisse enterrer les niches des chiens sous terre. Mon grand-père disait que cela donnerait un avantage aux chiens la nuit. Tout ce qui viendrait la nuit ne les verrait que trop tard.
Les jours passaient calmement. Rien ne venait à la maison la nuit. Mais une nuit sans lune, il faisait très sombre et j'ai entendu le premier chien au nord aboyer. Il a commencé à grogner et on aurait dit qu'il se battait contre quelque chose. J'ai entendu les deux autres chiens accourir pour aider le premier. J'ai entendu un jappement et, à ce moment, mon grand-père était déjà debout et a tiré en l'air. Quoi que ce soit qui soit venu cette nuit-là était parti et le chien s'est calmé. Le lendemain matin, nous avons trouvé du sang et de longs poils autour de la niche du chien et mon grand-père a trouvé un doigt qui portait encore une bague en turquoise. Il croyait qu'un chien avait arraché le doigt d'un skinwalker. Après que mes parents ont entendu parler de l'agitation, je n'ai pas pu rester là plus longtemps et j'ai dû partir. Une semaine plus tard, les chiens étaient morts. 2 d'entre eux étaient morts parce que leur peau avait été arrachée de leur corps et l'autre avait été décapité. Mes grands-parents ont dû demander l'aide d'un homme médecine pour éloigner le skinwalker. Pour commencer, je sais que beaucoup de gens penseront que c'est un canular parce que cela s'est passé en Écosse, mais je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Je connais extrêmement bien les Wendigo, les Skinwalker, les Fleshgates et tout ce genre de choses. Je sais qu'il n'y a probablement aucune possibilité que ce soit quelque chose d'amérindien, mais je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Je suis une adolescente et je vais dans un lycée public à Perthshire, en Écosse. Et c'est principalement une région rurale avec surtout des villes, des villages et des maisons éparpillées dans le paysage, même s'il y a 2 grandes villes dans ma région. Mon lycée est situé dans une ville de taille moyenne, mais pour des raisons de confidentialité, je n'en dirai pas le nom. Peu de gens ont vécu des expériences paranormales, bien que certains prétendent avoir vu des fantômes. Passons à mon expérience. J'habite une grande maison au milieu d'un champ avec ma famille. Ce n'est pas très loin de la ville où je vais à l'école, mais je prends généralement le bus parce que je suis paresseuse. Parfois, mes amis et moi, appelons-les A, J et C, prenons un chemin à travers une forêt voisine pour rentrer chez moi où on joue juste aux jeux vidéo, ce genre de choses. Ce soir-là, mes parents étant absents, on a décidé de boire un peu d'alcool du mini-frigo de ma chambre. Je n'ai pas essayé, je ne bois pas vraiment et la bière n'est pas mon truc. Ce n'est pas vraiment le truc de C non plus. Par contre, E et J, elles y sont allées à fond. Il s'est fait vraiment tard, ou plutôt tôt, et elles ont décidé de partir et de rentrer chez elles. Je leur ai dit au revoir et je suis remontée dans ma chambre pour jouer encore un peu aux jeux vidéo. Environ une demi-heure plus tard, j'ai entendu de grands coups frapper à ma porte. C'était Jay et A, je les ai laissés entrer et ils ont commencé à paniquer. C rentre chez lui par un autre chemin et habite un peu plus près. A et Jay ont dit qu'ils traversaient des bois et qu'ils ont vu un gars grand et maigre foncer vers eux. Ils ont paniqué et ont couru jusqu'à chez moi pendant que le gars maigre les poursuivait. Je me suis rappelé qu'une autre amie, un peu passionnée de paranormal, m'avait parlé des Wendigo et des Skinwalkers. J'ai appelé le 999 et j'ai dit qu'un rôdeur rôdait autour de notre maison et avait poursuivi mes amis jusqu'à chez moi. J'ai donné mon adresse à l'opératrice et elle m'a dit qu'ils enverraient 1 ou 2 voitures chez moi dans une demi-heure, peut-être 1 heure environ. Apparemment, il y avait un gros accident de la circulation qui les retardait. En attendant, elle a dit « Armez-vous, fermez toutes les portes et fenêtres à clé et enfermez-vous dans une pièce. » C'est ce qu'on a fait. On a pris des couteaux dans la cuisine et on s'est barricadé dans ma chambre. Au bout d'un moment, on a entendu des pas lourds autour de la maison et, pensant que c'était la police, j'ai regardé par la fenêtre. Ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais. C'était elle lui ressemblait exactement, mais je savais qu'elle était assise en train de pleurer dans ma chambre. J'ai paniqué et ça m'a vue. C'est quoi ce truc?
Quoi qu'il y ait dehors, ça pouvait parler, et ça avait exactement la voix de J, tu vois? Ce n'était pas moi qui avais posé la question. Oui, avec la voix de Jay. Je savais que c'était un skinwalker. Je me souvenais de la description faite par mon ami étrange, passionné d'horreur. Ça ressemblait à mon ami, mais ça avait la voix de mon autre ami. Ça devait être confus et ça le rendait encore plus effrayant. Nous avons entendu des sirènes et la chose s'est enfuie dans les bois. Nous avons tout raconté aux policiers et ils ont vérifié. Les agents sont partis après avoir déclaré la forêt dégagée. En rejoignant leur voiture, j'ai entendu l'un d'eux marmonner sur des plaisantins qui appellent pour rien. Après leur départ, nous avons entendu un cri inhumain, mais aussi partiellement humain. Nous n'avons pas dormi du tout cette nuit-là. Je crois fermement que ce que nous avons vu était un skinwalker, et je prie Dieu Tout-Puissant de ne jamais avoir à affronter cette chose sanglante à nouveau. Ce matin, j'ai quitté la maison tôt, à 4h45 pour être exact. J'avais un rendez-vous tôt le matin et je devais conduire environ 3 heures pour arriver à destination. Habituellement, je prends les routes principales, mais cette fois, j'ai choisi les petites routes traversant une réserve indienne. Cette route me ferait gagner environ 45 minutes et j'aurais largement le temps en arrivant à mon rendez-vous. J'ai entendu des histoires sur les skinwalkers et je n'ai jamais pensé que j'en verrais un. Ce matin, je suis sûr que j'en ai vu un. Je roulais à environ 60 sur une route de la réserve quand je suis tombé sur un troupeau de chevaux. J'ai ralenti en pensant qu'un cheval pourrait traverser ma route et que je pourrais avoir un accident. Je n'ai vu aucune autre voiture sur cette route. J'ai aperçu quelque chose du coin de l'œil. C'était quelque chose d'ombreux qui bougeait à côté de ma voiture. Je me suis tourné, mais c'était hors de vue, et j'ai regardé dans le rétroviseur. C'est là que j'ai vu son visage. Elle ressemblait à une vieille femme. Le visage était peint en blanc. C'était horrible, c'était effrayant, très méchant et laid. J'ai détourné les yeux, crié et accéléré à fond. J'étais en pleine panique, sans aucune intention de regarder en arrière, et j'ai continué à conduire aussi vite que possible. J'étais dans un sale état. J'avais envie de pleurer et de m'arrêter pour reprendre mes esprits, mais je n'aurais jamais osé le faire sur cette route. J'ai finalement atteint la route principale et j'ai été soulagé de voir qu'il y avait plus de voitures sur la route. Mon cœur battait la chamade et je faisais une crise de panique. Je n'emprunterai plus cette route. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai vu, mais je suppose que c'était un skinwalker. C'est probablement l'une des rencontres les plus récentes que j'ai eues. La nuit dernière était froide, même pour la Caroline du Sud, et mon ami et moi revenions du centre-ville de Charleston. Étrangement, nous étions à la recherche de choses surnaturelles, espérant attirer encore une fois des circonstances terrifiantes ou pleines de suspense. Notre souhait avait été exaucé. Mon ami et moi avions eu une longue journée, remplie à ras-bord de plaisir et d'aventure. Les enquêtes et les choses fantaisistes abondaient. Après avoir passé la majeure partie de la journée en centre-ville, à profiter de la brise glaciale et à regarder les eaux agitées heurter les quais, nous avons décidé qu'il valait mieux rentrer avant la tombée de la nuit. Un certain temps s'était écoulé et nous étions finalement revenus dans notre ville de Somerville, mais notre appétit pour le surnaturel et l'extraordinaire n'était pas encore rassasié. Nous avons donc décidé de faire un tour en voiture pour chercher une nouvelle ville qui avait été ajoutée près de chez nous, la ville de Summers Corner. C'était une jolie ville, bien sûr, mais l'énergie qui y régnait était étrange. D'un point de vue atmosphérique, c'était lourd et presque étouffant. Cela ne nous arrêterait pas, car nous sommes un groupe plutôt résilient, avançant toujours, gardant le sourire, même si les circonstances sont de la pure agonie, sans filtre.
Environ 30 minutes après le départ, nous avons vu une rue nommée Boulevard Navajo, ce qui a aussitôt éveillé notre curiosité, car ce nom rappelle la tribu amérindienne des Navajos. Ces personnes abritent dans leur tradition l'une des entités les plus effrayantes de notre monde. Le Yinaldolchi, aussi appelé changeur de peau. Nous commençons à descendre la route en voiture. Il fait sombre et l'énergie là-bas est plus dense que sur le reste de la route. Nous avions baissé nos vitres pour vraiment ressentir l'atmosphère et son énergie, sa vitalité, et nous n'avons pas été déçus. Immédiatement, nous nous sommes sentis observés. Pas par plusieurs choses, mais par une seule entité. Cette entité ne voulait absolument pas de nous là, et nous l'avons senti s'approcher de nous. Sa présence était intimidante, assez malveillante aussi, et cela nous a mises sur nos gardes. Nos yeux grands, ouverts, et nous prêtes à tout ce qui pourrait arriver ensuite. La nuit devint silencieuse. Tout bruit cessa et le silence tomba sur les lieux. Là où il n'y avait pas de vent avant, une forte rafale a frappé ma voiture et a failli la faire basculer à gauche. C'est alors que nous avons compris que ce n'était pas une simple entité. À ce moment-là, nous avons vu un visage devant nos phares vacillants, grotesque, rougi par la malveillance et la rancœur, ses yeux aussi pâles et argentés que la lune fixaient nos âmes, ne nous transmettant que de la peur dans tout notre corps. Nous étions maintenant immobiles, nous enfonçant dans nos sièges, alors que cette abomination s'approchait et se manifestait de plus en plus, sa mâchoire disloquée poussant un cri horrible. Très semblable au premier que j'avais entendu il y a longtemps, un mélange d'aboiements de chiens, de bêlements de chèvres et de cris de renards, tout à la fois. C'en était trop, j'ai passé la voiture en marche arrière et nous sommes partis de là. Malheureusement, ce sentiment ne fit que s'intensifier lorsque nous sommes revenus sur la route et avons accéléré, l'intensité et la peur grandissant à mesure que la voiture prenait de la vitesse, une autre rafale de vent frappant violemment la voiture. Soudain, mon ami m'a crié de regarder par la fenêtre, derrière ma ceinture de sécurité, hors de la voiture. C'est alors que j'ai vu cette chose horrible en entier. Peau pâle rougeâtre, yeux interminables aux pupilles fendues, comme celles d'une chèvre ou d'un reptile. 2 petites cornes trapues ornaient sa tête, jaillissant de l'arcade sourcilière au-dessus de son front. Il ouvrit la bouche, révélant des dents acérées et tordues. Une main aux longues griffes tachées de sang gratta le verre, nous faisant hurler. J'appuyai à fond sur l'accélérateur. Alors que nous étions sur le point de quitter le quartier en voiture, la créature nous a simplement souri puis s'est évanouie. La brise dispersait les feuilles sur la route, là où elle s'était perchée sur le côté de ma voiture. Elle était partie, mais nous avons entendu un murmure très audible nous dire qu'elle nous reverrait très bientôt. Et puis tout redevint silencieux. L'énergie lourde s'est dissipée, retrouvant une certaine neutralité au fil de la nuit. Tout cela montre bien que mon ami et moi, même si nous avions vécu notre lot de choses surnaturelles, nous n'avions pas tout vu. Il y a toujours quelque chose d'autre qui attend de nous montrer davantage le vrai monde dans lequel nous vivons. Le monde que nous partageons avec ces entités, ces êtres qui traversent leur voile pour entrer dans le nôtre. Je vis à la campagne dans un vieux cottage isolé entouré de forêts et de champs. Il y a un chemin de terre d'environ 13 kilomètres qui mène à une petite ville appelée Bampton dans l'Oxfordshire. Il était environ 23 heures et je suis sorti avec mon chien pour le promener car j'avais travaillé toute la journée et je ne l'avais pas encore fait. Bref, nous descendions le chemin de terre quand mon chien s'est figé et, peu importe combien de fois j'ai dit son nom, il m'a ignoré. Tout à coup, je me retourne et je vois cette créature ressemblant à un cerf qui me regarde. Son visage était à demi mort, du sang et de la chair tombait de sa patte.
On voyait un os à découvert, et il m'a fixé pendant ce qui m'a semblé être 8 minutes avant de se dresser sur ses pattes arrière, un peu comme le fait un cheval, puis il s'est enfui à 4 pattes. J'ai couru chez moi et en arrivant, j'ai entendu un cri glaçant venant de la forêt. J'étais vraiment effrayé. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est l'histoire de ma première rencontre avec une étrange créature que j'ai appelée Skinwalker. Je n'ai commencé à les appeler comme ça que lorsque je me suis retrouvée face à face avec un deuxième, et à ce moment-là, je ne savais même pas que les Skinwalkers existaient déjà. Donc, si cela ne ressemble pas vraiment à un Skinwalker, c'est pour cette raison. J'ai maintenant 16 ans, mais cela s'est passé quand j'en avais 9. À l'époque, je vivais dans une toute petite ville du Michigan appelée Stockbridge. Elle n'est même pas sur la carte. La ville se trouve à la lisière d'un bois assez dense. Du moins, c'était le cas. Mon père m'a dit qu'une grande partie a été abattue. Ma maison était en périphérie de la ville, près des bois. Il n'y avait pas grand-chose à faire en ville. Il n'y avait aucun endroit amusant où aller et je n'avais ni jeux vidéo ni télévision, alors mon ami et moi, il s'appelait Jake, passions tout notre temps dehors. Comme c'était le cas, nos parents respectifs étaient à l'aise avec le fait que nous soyons dehors sans surveillance et ils nous laissaient à peu près faire ce que nous voulions. Le jour de cette histoire, c'était en août ou en septembre, et il faisait déjà crépuscule, mais mon père a accepté que Jake et moi puissions promener son chien dans les bois à condition de ne pas rester dehors trop longtemps. Nous suivions un sentier qui menait à un ruisseau et nous avions prévu de faire demi-tour une fois arrivés au ruisseau, qui se trouvait à environ 15 minutes du bord de la forêt. Nous marchions depuis environ 10 minutes et le chien de Jake, Minuit, avait reniflé tout ce qu'il pouvait atteindre. C'était un chien généralement bien dressé. Nous pouvions le promener dans les bois sans laisse, mais avant la promenade, nous l'avions préparé et il était vraiment excité. Il ne s'était pas encore complètement calmé. Un petit animal, un écureuil ou peut-être un lapin, avait traversé le sentier devant nous, a vu Minuit et est reparti dans la direction d'où il venait. Minuit, encore un peu excité, s'est précipité à sa poursuite, ignorant les appels de Jake qui lui demandait de revenir. Jake et moi avons couru après Minuit aussi vite que possible, mais nous l'avons rapidement perdu de vue, ne suivant plus que ses aboiements. La poursuite a duré quelques minutes avant que nous rattrapions Minuit. Heureusement, il s'était arrêté pour renifler un arbre. Nous avons pris quelques instants pour reprendre notre souffle avant de nous retourner pour suivre le chemin que nous avions tracé en nous frayant un passage à travers les broussailles. Minuit marchait maintenant joyeusement à nos côtés. Nous n'avions pas beaucoup avancé quand Minuit s'arrêta pour renifler l'air. Encore une fois, il se retourna et courut dans le feuillage, sans remuer la queue ni aboyer, il courait seulement. Nous l'avons encore poursuivi, mais il avançait lentement, ralentissant souvent comme s'il souhaitait que nous le suivions. Nous nous sommes arrêtés sur une colline surplombant une clairière. Tout à coup, Minuit s'est mis à grogner doucement et ses poils se sont hérissés. Je me souviens avoir été confuse parce que je ne voyais rien. Le bruit d'un mouvement est parvenu à mes oreilles, et en regardant dans la direction du bruit, j'ai vu un cerf ramper dans la clairière. Ce cerf rampait, il ne boitait pas, il ne marchait pas. Il rampait comme un enfant. Je me souviens avoir été fascinée par ce cerf. J'ai vu qu'il n'avait pas de queue et que son visage et son corps étaient étrangement humains. Ses yeux étaient un peu trop écarquillés, son nez un peu trop court et pointu, ses oreilles un peu trop rondes. À un moment, il s'est approché si près que j'ai vu que ses yeux étaient blancs autour des pupilles, ce qui n'est pas normal pour un cerf. Aucun de nous n'a fait un bruit, pas même Minuit. Alors qu'il rampait autour de la clairière, il a dû nous voir, mais je pense que ça lui était égal tant qu'on ne le dérangeait pas. Après 3 tours de la clairière, il s'est dirigé au centre. Il s'est lentement remis debout sur ses 4 pattes.
Après cela, il a étiré ses pattes avant quelques instants, comme un chat. Après s'être étiré, il a levé ses pattes avant comme un cheval. Contrairement à un cheval, il s'est redressé jusqu'à ce que son dos soit droit et que ses bras retombent le long de son corps. Minuit s'est mis à aboyer comme si quelqu'un essayait de le tuer. Il avait l'air en colère et dangereux. Il sonnait comme ça chaque fois qu'il sentait un danger. Ce n'était ni la première ni la dernière fois que j'entendais Minuit aboyer ainsi, et cela ne m'a même pas fait le regarder. Au lieu de cela, j'ai continué à fixer sans ciller le cerf, qui nous regardait maintenant en retour. Ses yeux étaient plus grands qu'ils ne l'étaient un instant auparavant, et il s'est figé comme un cerf pris dans les phares d'une voiture. Après un moment, tandis que Minuit aboyait et que le cerf nous regardait, il s'est retourné puis a couru sur deux jambes dans les bois. Il courait, les bras se balançant légèrement comme une personne. C'était plus rapide que tout ce que j'ai jamais vu, plus rapide que n'importe quel cerf lorsqu'il entend un coup de feu. Les minutes ont passé. Nous sommes restés là à fixer l'endroit où le cerf s'était enfui. Bientôt, Jake s'est tourné vers Minuit, qui était maintenant détendu, et lui a dit de marcher avec nous. Je me souviens d'avoir quitté la clairière, mais pour rien au monde, je ne me rappelle comment nous avons retrouvé le sentier et quitté la forêt. Nos parents étaient très en colère contre nous. Après presque 1 heure dans la forêt, nous sommes revenus alors qu'il faisait nuit. Ceux-là leur avons raconté ce qui s'était passé dans la forêt, mais ils ont dit que le cerf devait être blessé ou quelque chose comme ça. Même après avoir insisté sur le fait que le cerf s'était levé, ils ont répondu que c'était notre imagination et qu'il n'y avait rien d'inquiétant. C'était vers 15h35 de l'après-midi, et il faisait aussi clair que le jour, évidemment. Et je vis à Herriman, dans l'Utah. C'est connu pour les skinwalkers, surtout le Skinwalker Ranch, mais je suis vraiment sûr de ce que j'ai vu. Ma mère et moi venions juste de rentrer après m'avoir récupéré à l'école, et nous avons aussi pris un McDonald's sur le chemin du retour. Ma maison a d'énormes fenêtres qui donnent sur la montagne parce qu'on vit pratiquement dessus, et il n'y a que quelques autres choses derrière nous, mais j'étais juste en train de profiter de mon McDonald's et de regarder la télé. Quand j'ai vu une grande silhouette sombre courir sur la montagne, cette chose était plus grande que les arbres, qui faisaient environ 2,50 m de haut, et elle courait plus vite qu'un humain à travers les arbres et les broussailles de type armoise. Au début, je n'y ai pas prêté attention parce que je pensais que ça devait être un élan ou quelque chose comme ça. Puis j'ai réalisé que ça courait sur deux jambes, et la dernière fois que j'ai vérifié, les élans ou les cerfs ne courent pas sur deux jambes. J'ai commencé à paniquer, et à ce jour, je ne sais toujours pas ce que c'était. J'ai couru chercher les jumelles de mon beau-père, mais c'était déjà trop tard. Est-ce que ça pourrait être un skinwalker ? Alors, je vivais dans le nord de l'Arizona, dans une ville appelée Page. La ville est située sur le lac Powell, près de Horseshoe Bend, deux attractions touristiques majeures récentes. Située à la limite de la réserve Navajo, sa population est principalement native. J'ai actuellement 18 ans. Je suis partie il y a moins d'1 mois, donc j'ai essentiellement vécu toute ma vie dans cette ville. J'ai entendu des histoires, beaucoup d'histoires, de la part de mes amis et aussi de leurs parents, mais ces deux histoires sont mes propres expériences. La première histoire s'est probablement passée il y a 1 an et demi puisque Page est à près de 60 miles de la ville la plus proche. La région avoisinante est très populaire parmi les habitants pour la chasse aux lièvres, aux coyotes et aux lynx roux. Ce jour-là, j'étais seule, assez loin, sur certains des sentiers de terre locaux. C'était assez récemment après que j'ai commencé à chasser moi-même. Et mon objectif était les coyotes, et c'était avant que j'aie un appât, donc je devais les chercher ou les appâter.
et mon arme de prédilection était une Springfield Saint Armalite Rifle, 15 chargés avec des cartouches American Eagle de 55 grains à pointe, ce qui, oui, est un détail important. Il devait être environ midi, et j'étais descendu dans un ravin qui longeait et traversait le bas d'une des falaises de grès de la région. En traversant le ravin, j'ai probablement effrayé le plus gros coyote que j'ai jamais vu, qui s'est enfui le long de la falaise. Pendant qu'il grimpait, j'ai tiré 3 fois sur lui et j'ai réussi à l'atteindre au moins une fois car il s'est mis à saigner abondamment en continuant son ascension jusqu'au sommet de la falaise. Je l'ai poursuivi et escaladé la clôture en 3 ou 4 minutes, essoufflé. Au sommet, la falaise devenait un plateau plat couvert d'arbustes et de buissons desséchés atteignant tout au plus la hauteur du genou. Je mesure 1,78 m, donc je ne suis pas très grande. N'apercevant aucun coyote, j'ai suivi la trace de sang. Après environ 20 minutes à suivre la piste, j'étais très confuse et un peu inquiète. La trace de sang était toujours abondante. Il y avait trop de sang perdu pour qu'un coyote puisse continuer à courir tout droit aussi longtemps, et je chassais avec une balle capable de foudroyer un puma sur place. Après environ 10 minutes de plus, les traces du coyote ont rejoint celles de ce que je suppose toujours être des traces de chèvre. C'est là que je me suis retournée et que je suis partie. Les 2 traces, récentes et profondes, faisaient encore s'effondrer le sable meuble quand je me suis agenouillée pour les examiner. Les traces se sont séparées, les coyotes partant loin sur la gauche et les chèvres loin sur la droite. La traînée de sang, cependant, ne suivait plus les traces du coyote, mais indiquait plutôt que la chèvre avait été abattue. Mes traces menaient vers un autre ravin connu dans la région pour être dangereux, alors je suis vite retournée à mon camion après ça. La deuxième histoire s'est déroulée près de la périphérie de la ville. Mes amis et moi étions dehors, vers 10 heures du soir, près d'un des sentiers de jogging locaux. Au bord de l'un de ces sentiers, il y a une bouche d'égout pluviale qui dépasse. On plaisantait en disant que des skinwalkers s'en servaient pour se cacher des joggeurs et cyclistes, sans jamais vraiment prendre l'idée au sérieux. Cette nuit-là, nous avons choisi d'entrer dans la bouche d'égout pour voir nous-mêmes. Moi, bien sûr, j'étais la première à entrer et j'avais 5 personnes derrière moi. Nous étions probablement à une centaine de mètres à l'intérieur quand j'ai entendu ce qui ressemblait à des griffes raclant le béton devant moi. Je ne pouvais voir qu'à une quinzaine de mètres devant moi avec ma lampe, alors j'ai fait taire tout le monde derrière moi. Dès que nous nous sommes tus, un gémissement a résonné dans le tunnel. Je n'ai jamais reculé à 4 pattes aussi vite de toute ma vie. Le drain pluvial mène à une route voisine que regardèrent les personnes trop effrayées pour entrer dans le tunnel. Mais il n'était ni sur la route ni près de son ouverture. En fait, il prenait même des snaps sur Snapchat à ce moment-là. Du bruit, nous montrant premièrement que ce n'était pas eux qui avaient fait le bruit, et deuxièmement qu'il n'y avait aucune voiture sur la route à ce moment-là. Je ne peux pas prouver que c'était des skinwalkers, mais ce n'étaient certainement pas des personnes ou des animaux que j'ai déjà rencontrés dans ma vie. Salut tout le monde, c'est Raven de Raven Reads et merci beaucoup d'avoir écouté les histoires de ce soir. J'espère que vous avez autant apprécié les écouter que moi à les enregistrer. Merci beaucoup à Amortis Media de m'avoir encore invité sur la chaîne. J'apprécie toujours mon passage ici. Si vous avez aimé la vidéo de ce soir, laissez un like. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une occasion de laisser l'obscurité prendre le contrôle. Si vous avez apprécié ma narration, j'ai toute une chaîne à moi. Il y a un lien dans la description ci-dessous vers l'une de mes vidéos les plus récentes. Sur ma chaîne, je raconte des histoires similaires, des récits de Reddit et d'autres choses, et je lis aussi de la littérature d'horreur classique comme Poe et Lovecraft. Nous parlons de légendes urbaines et de créatures du folklore, et je lis aussi certaines de mes propres histoires originales.
Si cela vous intéresse, rendez-vous sur ma chaîne et abonnez-vous, et vous ferez officiellement partie de la conspiration des corbeaux. Merci encore infiniment de m'avoir écouté et passé une merveilleuse soirée. Merci.